Hein? Mais qu'est-ce que c'est, ça? Les paroles des extraterrestres seront traduites. Venez voir cette créature, je l'ai congelée. C'est ici que l'on construit notre base. D'accord, on commence. Envoyez l'armée. Mangez les briques. Général, on a signalé des explosions, on ne sait pas la cause. Oui, la rumeur dit que ce serait l'œuvre de créatures ressemblant à des insectes. Ils ont détruit le Caire, Londres, Paris, Madrid, l'Alaska, le Yukon, la Floride, Montréal, Ottawa, Toronto, le Mexique, la Russie, l'Australie, le Brésil et même la Saskatchewan. Voici le chemin emprunté par ces insectes, on ne sait pas encore. Oh, ce sont des plutoniens. On a affaire avec des super intelligents. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'explosions. Leur nid serait situé en Australie, du moins c'est là-bas qu'on a constaté les premiers dégâts. Détruisons leur nid, nous n'avons rien à perdre. Alerte, la barrière électrique a été détruite par des créatures. Rendez-vous à l'aéroport, mon général, vous devez quitter la base. C'est mieux de consulter le professeur Ketzel. Bonjour, professeur. Bonjour. Ah, bonjour, général. Vous avez sûrement entendu parler des plutoniens. Nous cherchons un moyen de les empoisonner. Justement, je lisais un livre pour empoisonner. Il faut les combattre intelligemment. Peut-être que ça marchera. Venez, général, dans la salle de conférence. Si ces plutoniens sont habitués au climat froid, ils ne résisteront pas à la chaleur. Oui, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Je commence le produit. Est-ce que tout va bien? Non, il manque un produit. Mais il n'est pas important. Oui, c'est le plus important. Général, l'avion a été détruit par un objet volant non identifié. Y a-t-il un autre endroit où trouver l'élément manquant? Oui, très loin, en Chine. Excusez-moi, mon général, vous devez aussi quitter cette base à cause d'eux. Vous devez prendre le 640. Votre 729 n'est plus en état de fonctionner. Quant à moi, j'amènerai le produit dans un autre avion avec le professeur Ketzel. Général, nous perdons le contrôle, cette lumière aveuglante va nous casser! Quelque part sur Charon, l'unique lune de Pluton, le général est couché à l'intérieur d'un bloc de glace. Qu'est-ce que je fais ici? Ah, je me souviens, j'étais à bord du 640 quand un rayon de lumière m'a aspiré. Faut que je me sorte de ce bloc de glace, sinon je vais mourir de froid. Rends-moi cette arme. Jamais. Tu l'auras voulu. Le général réussit à tuer le roi des plutoniens, ce qui a entraîné la mort de ses sujets et par la même occasion a déclenché le système d'autodestruction de la base. Faut que je trouve un moyen de sortir d'ici et vite. Il part à la vitesse de la lumière et en 5 heures, il atteint la Terre. Un bulletin spécial. Les fameuses créatures ont détruit le patrimoine mondial. L'ONU songe à employer l'arme nucléaire, mais l'opposition soutient qu'elle mettrait nos vies en péril. Mais à cela, ils répondent que c'est eux. Qui a déclenché l'arme nucléaire? Serait ces foutus insectes? Non, professeur, c'est l'ONU. Je vais en parler au général. Pas de réponse, professeur. Probablement que le général a été tué par le vaisseau des plutoniens. Pose-toi près de mon abri nucléaire aéroglisseur. Non loin de là, un survivant dort dans une caverne et à un moment donné, il se réveille en sursaut car il voit une libellule posée sur un stalagmite. Peu à peu, celle-ci devient la compagne de voyage de Stéphane. Et en sortant de la caverne, il voit un aéroglisseur se diriger vers eux. Enfin, un survivant. Mais l'engin se met à les pourchasser, alors Stéphane se sauve dans la jungle avec sa libellule. Prends ton arme, Hercule. Nous allons continuer à poursuivre le jeune à pied. Dans la pénombre, nos deux amis voient le début d'une oasis qui commence à ressembler à une jungle. Stéphane y entre d'un pas hésitant. Ses pieds s'enfoncent dans une eau vaseuse d'où sortent d'étranges créatures.
Il entend toutes sortes de bruits qui l'effraient. En arrière d'eux, le prof Quetzal et Hercule entrent aussi dans cette jungle. Ils remarquent les étranges créatures qui y vivent. Ah, on dirait des insectes qui ont subi des mutations. Les vrais professeurs, ils ont une taille énorme. Range ton fusil sur les rayons paralysants. Nous allons amener des spécimens dans l'abri nucléaire. Enfin de l'air pur. J'espère qu'elle l'est encore. Donnez-nous à boire. Attendez, je vais vous donner mieux que ça. Voici de la nourriture plutonienne. Oh, nous ne sommes pas capricieux. Connaissez-vous le professeur Quetzal? Non. Je vous laisse le reste de la nourriture. Je dois partir. Où veux-tu aller? En quoi cela vous concerne? Nous voulons partir avec toi. Sur Charon, mais je n'ai pas de place pour vous deux dans mon ovni, je m'en excuse. C'est sûrement un dieu pour nous apporter de la si bonne nourriture. Retrouvons Stéphane qui dort dans la jungle. Il est fatigué ce matin car il a marché toute la nuit. Tout à coup, il entend un claquement d'ailes infernal au-dessus de sa tête, le réveillant en sursaut. C'est quoi ça? Quoi, tu parles à cette heure? Ah, depuis hier soir, je vois des choses extraordinaires, une de plus ou de moins que ça change. Je communique seulement par la pensée à l'électroide d'annoncer que cette libellule géante, voir où elle va nous conduire. La libellule géante les conduit à l'abri nucléaire où elle va se réfugier. Hey, c'est l'aéroglisseur qui nous suivait hier soir. Je sais pas pourquoi ces gens-là m'en veulent, mais rien qu'une façon de le savoir. Non, Stéphane ne va pas plus loin. Il y a quelqu'un dehors. Je vais voir. Hercule, envoie la libellule blindée, c'est le jeune que l'on poursuivait hier soir. Pourquoi voulez-vous me tuer? Tu es l'ami des destructeurs de la Terre. Fais quelque chose, la libellule géante va me réduire en morceaux. Est-ce que je peux mais j'arrive pas à communiquer avec elle, on dirait qu'elle a un lavement de cerveau. L'ami libellule de Stéphane a réussi à maîtriser la libellule blindée qui s'effondre par terre. Enfin! C'est la bombe nucléaire qui est responsable de la destruction, c'est pas les insectes. Mais c'était à cause d'eux qu'on était forcés de l'utiliser. Comment je pourrais être ami avec eux? Ils ont tué mes parents. Pas alors l'ami des insectes extraterrestres qui nous ont envahis. Non seulement l'ami des insectes d'ici, la preuve, ma libellule vient encore de me sauver la vie. Elle dit que tes libellules blindées ont le cerveau lavé, c'est vrai? Oui, à l'origine, c'était une libellule normale, mais elle subit des mutations en buvant l'eau contaminée par les radiations. Je l'ai capturée et transformée en véritable machine de guerre. Pourquoi? Pour tuer les insectes extraterrestres. Je sais comment tu pourrais appeler tes libellules blindées. Comment? Galaxian, parce que j'avais un jeu électronique qui portait ce nom-là et que ça racontait l'histoire de libellules géantes qui envahissaient la Terre. Dieu nous a visités et nous a donné une nourriture spéciale. C'est quoi ces voix qu'on entend? Va voir, Hercule. Est-ce que vous racontez? Qu'avez-vous dans les mains? C'est ce qu'il nous a donné avant de partir pour le ciel. Jamais vu pareille nourriture. De quoi avait l'air votre Dieu? Une casquette et un habit plein d'insignes brillantes. Quoi? Vous avez vu le général? Où est-il allé? C'est pas, on sait pas. Essayez de vous en souvenir, c'est très important. Charon, c'est ça. Mais c'est qui ce général-là? Je pensais qu'il était mort à bord de l'avion 640 que l'OVNI des Plutoniens avait abattu. Ces deux survivants ont l'air de l'avoir vu. Il faut que j'aille le retrouver sur Charon. OK, mais qu'est-ce que je fais, moi? Tu vas rester sur Terre, construire d'autres libellules blindées ou si tu préfères d'autres galaxianes. Je te laisse Hercule, mon second. Tu peux lui faire confiance. Comment tu vas faire pour te rendre sur un endroit si éloigné? Je vais transformer mon abri nucléaire en vaisseau spatial qui pourra voyager 100 fois la vitesse du son. Ça prendra au moins 5 ans pour me rendre. C'est long, mais il n'y a plus rien qui me retient sur Terre. Stéphane, Hercule, le professeur et les deux survivants commencent à modifier l'abri nucléaire. Cet abri fut tour à tour aéroglisseur, laboratoire et maintenant il devient un vaisseau spatial. Je ne pense pas revenir d'un si long voyage. Je suis trop vieux. Je souhaite sincèrement que vous retrouviez le général. Moi, je vais m'occuper de multiplier le nombre de Galaxianes puis combattre les Plutoniens du mieux que je peux. Stéphane se promène avec sa libellule. Tout à coup, il se fait enlever par les Plutoniens. Son ami libellule s'envole d'urgence avertir Hercule. Ne t'en fais pas, je vais préparer un Galaxian. Stéphane se retrouve captif dans un édifice désaffecté d'une ville en ruine afin de répondre aux questions incessantes des Plutoniens. Notre créateur nous a dit que l'esprit du commandant Étienne est avec toi et que celui-ci a vécu en l'an 2000 après l'ère du général et que celui-ci connaît l'issue du combat entre le général et notre roi.
C'est une question de vie ou de mort de savoir l'issue de ce combat. Vas-tu nous dire qui des deux va gagner entre le général et notre roi? Je comprends rien à ce que vous dites. J'ai jamais vécu sur cette planète-là. La seule chose que je sais, c'est que le professeur Quetzel m'a parlé du général avec lequel il était très ami. Il est parti le rejoindre sur Charon il y a 1 an. Il lui reste 4 ans avant d'arriver. Tu dois bien savoir ça. Il y a quelqu'un à l'intérieur de toi qui a vécu sur la planète Anilia, là où s'est déroulé le combat. Et il a sûrement appris dans ses cours d'histoire ce qu'on te demande. C'est peut-être la seule question que le commandant a ratée à son examen. Mais sérieusement, il est peut-être à l'intérieur de moi, mais j'en ai pas conscience, alors je peux pas vous aider. Tu mens. Si votre créateur sait tout, pourquoi qu'il répond pas à votre question? Il n'a pas voulu nous répondre pour nous forcer à agir rapidement. Hercule! Un Galaxien brise la vitre pour pénétrer à l'intérieur de l'édifice, prend Stéphane sur son dos derrière Hercule et ressort en cassant l'autre vitre. Je suis content de te voir, ils m'harcelaient avec leurs questions. T'es arrivé à temps. Au même moment, dans une base située sur Charon, le satellite de Pluton, le général est devant l'écran de son ordinateur. Il dit que les événements de la journée à son journal de bord. À un moment donné, l'écran de surveillance signale quelque chose d'anormal. Alertez les robots. C'est drôle, il n'attaque pas beaucoup. Il prépare sûrement un coup. Nous avons vu des vaisseaux plutoniens. Commencez invasion phase 2. Tout de suite. Terminé. On dirait qu'il y a des créatures qui essaient de pénétrer de force à l'intérieur de ma base. Mais ce sont les plutoniens qui sont revenus à la vie. Le général quitte son ordinateur et se dirige à toute vitesse vers le hangar où se trouve son vaisseau. Il quitte la base et se bat en duel avec le vaisseau du roi des Plutoniens. Nos Galaxiens ne pourront pas passer un 2e hiver. Il va falloir quitter le continent avant la fin de l'été. Pour aller où? En Australie, là où il y a la base des Plutoniens, dans l'hémisphère sud, le climat est inversé, fait que quand l'hiver va commencer ici, là-bas, ça va être l'été. Pendant le voyage vers l'Australie, une des sauterelles artificielles fait un bond géant dans le ciel au point qu'elle faillit atteindre le Galaxian de Stéphane. Attention, Stéphane! On est mieux de voler plus haut. Les sauterelles antiaériennes des Plutoniens sont en train d'abattre une grosse partie de notre armée avec leur laser. Pique vers le bas, on va atterrir sur une de ces îles. Ils atterrissent sur une des îles d'Indonésie. Ainsi, les Galaxians ont pu se reposer de ce long voyage. Quelques heures après, ils atteignent l'Australie. Stéphane et Hercule partent à la recherche du nid. Regarde, Stéphane, on dirait une galerie de fourmis. C'est sûrement ici la base des Plutoniens. Les Plutoniens capturent nos 2 amis et les amènent dans leur base. Je gage 100$ qu'on va subir un interrogatoire. Ça fait 1 an que notre roi est parti se battre avec votre général qui l'a tué une première fois, ce qui nous a amené à une mort instantanée. Mais notre créateur nous a redonné la vie et nous avons peur de la perdre une seconde fois. Il ne nous donnera pas une 3e chance. Vas-tu nous dire enfin qui des deux va l'emporter? Ça me ferait plaisir de vous le dire, mais je le sais pas. Vous voulez que je réponde n'importe quoi? Sur Terre, un cercle se dessine dans le ciel et des milliers de chasseurs humanoïdes en sortent comme venant d'une autre dimension. Ces vaisseaux spatiaux me disent quelque chose. C'est la première fois que je les vois. Mais pourquoi vous avez voulu nous envahir? Il nous en a donné l'ordre et il nous a ressuscités en nous promettant que nous gagnerions cette fois-ci. Ouais, mais pourquoi ils nous attaquent, là? Alors l'esprit du général lui fit cette réponse. Avec ce roi des Plutoniens, cela a entraîné la mort de son peuple qui sont sur Terre au plus tôt. Mais ils sont revenus à la vie pour se battre avec nous. Je leur ai résisté, et comme nous étions fort géniales, j'ai décidé de faire la paix avec eux. Ils avaient déjà le plan de détruire la Terre, mais c'était un plan qui venait du futur que de quelqu'un d'autre. Et à son tour, l'esprit du roi des Plutoniens lui dit. Oui, mais qui a donné l'ordre d'envahir la Terre? Alors une voix provenant du futur lui dit. C'est moi. J'ai envoyé mes humanoïdes car les Plutoniens ont préféré faire la paix avec vous. Mais maintenant, je détiens le noyau du temps. Hey, je me rappelle du noyau du temps. Vous aviez raison, le commandant Étienne est en moi et on dirait qu'il prend plus de place dans ma conscience à mesure que je vois ce qu'il a vu. Il faut qu'on oppose une résistance. Comme ça, la mémoire te revient. Tu peux utiliser l'un de nos chasseurs. Je crois que tu es un bon pilote dans la peau du commandant Étienne. T'as raison, j'ai l'impression d'avoir ce don. Quand j'étais le commandant du Cosmica, je me rappelle avoir été sur Céade et d'avoir pénétré dans le noyau du temps. On était perdus dans le temps, moi et temporaire, et on a eu toute la misère du monde à en sortir. Une fois sorti, le noyau nous poursuivait, mais a préféré revenir au centre de sa planète pour éviter qu'elle explose.
Mais après, il a appartenu à un être diabolique et j'ai été finalement tué par lui. Mais c'est qui, lui? Le roi des Ulmoïdes. Donc, c'est lui qui a tout déclenché depuis l'invasion des Plutoniens. Il faut que j'aille le retrouver. Stéphane, tu es fou, c'est du suicide. Oh non! Ne t'en fais pas, Stéphane n'est pas mort. Il est entré dans le noyau du temps. Je crois qu'il parle avec le roi des Ulmoïdes. Allons, aidons nos nouveaux amis. Allons combattre les Ulmoïdes. Ça y est, c'est bientôt la fin. Je vais rejoindre Stéphane et le général. C'est la deuxième fois qu'on se sépare, Hercule. La première fois, c'était sur Aqua, quand j'étais dans la peau d'Éric et toi dans celle de Temporaire. Je ne sais pas de quoi tu parles. Stéphane est transporté dans le lieu d'où provenaient les voix de l'esprit du général et du roi des Plutoniens. Enfin, je vous vois en chair et en os. On m'a tellement parlé de vous. Je suis ici car c'est seulement là où mes espoirs peuvent prendre enfin racine. J'ai essayé sur Anila, mais comme tu sais, ça n'a pas fonctionné. C'est toi qui vas refaire la race. Veux-tu bien me dire comment je vais m'y prendre? Tu veux peut-être que je le fasse avec ma libellule? En passant, est-ce que tu l'as vue? Oui, elle est ici. Son amie libellule se transforme sous ses yeux en une jeune femme qui lui dit « Lorsque le noyau du temps a accepté le marché du roi des Ulmoïdes, il n'était pas fou, car ceci a permis de réincarner l'esprit du commandant Étienne à l'intérieur de toi, ainsi que celui de Temporaire à l'intérieur de ton compagnon Hercule. Quant à moi, je suis la réincarnation d'Éric en libellule pour t'aider dans ta mission. Maintenant que c'est fait, je peux redevenir Sophie, et toi, Étienne ou Stéphane, qui signifie tous deux « couronne ». Sophie termine son discours pour contempler la terre qui reverdit et l'eau qui redevient claire comme du cristal de roche. C'est le cadeau que le noyau du temps a fait à nos 3 amis. Hey, vous m'avez oublié, là! Nos 4 amis, maintenant qu'il est redevenu sa propriété. Ce qui est le plus beau de tout. Cependant, le général dit aux 2 nouveaux Adam et Ève « Mais attention de ne pas prendre le rubis qui se trouve au milieu du jardin, de peur que vous ne viviez éternellement. » À vous de finir l'histoire. Après 5 ans de voyage, le vaisseau du professeur Quetzel atteint Charon, l'unique lune de Pluton. Il tente de trouver la base du général en faisant le tour du satellite glacé. Quelques heures plus tard, il croit l'apercevoir, mais plus il se rapproche, plus la base semble dévastée. Oh non, est-ce que j'aurai encore manqué le général? Il se pose sur la base qui semble déserte et pénètre ensuite à l'intérieur et se dirige vers un ordinateur dont l'écran clignote. Il entend un enregistrement du général. On dirait qu'il y a des créatures qui essaient de pénétrer de force à l'intérieur de ma base. Mais ce sont les Plutoniens qui sont revenus à la vie. Cela ressemble à un journal de bord. Il faut que j'essaie de retrouver le début. Il a pu ainsi savoir tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois où il l'avait vu, et compris que le général le croyait mort sur Terre suite au cataclysme nucléaire. Et c'est ce qui avait forcé son installation sur Charon, et qu'il a dû partir pour fuir les Plutoniens. Donc le général a réussi à se sauver des Plutoniens à bord d'un vaisseau. Je veux en avoir le cœur net. Le professeur cherche le hangar en question. Il constate avec soulagement que la porte est effectivement ouverte et le hangar vide. Il est encore vivant! Si je me fie à l'ordinateur, ça ferait 4 ans qu'il serait parti, je ne sais où. Je me fais vieux et je n'ai plus le temps de courir après lui. Étant aussi trop vieux pour retourner sur Terre, le professeur Quetzel préfère passer le reste de ses jours à faire ce qu'il a toujours aimé, des inventions. Sur Charon, il a bien gâté avec la crème de la technologie plutonienne que l'original lui a laissée. Le professeur Quetzel n'abandonne toutefois pas les recherches en vue de trouver son cher général. Et on dit que le dernier projet sur lequel il travaille est un cristal qui donnerait la vie éternelle. Après un long voyage vers le système planétaire voisin, l'Alpha du Centaure, le général et le roi des Plutoniens atterrissent sur la 2e planète de ce système qu'ils baptisent Anila, qui sera le berceau d'une nouvelle civilisation née d'un croisement entre humains et plutoniens dont l'histoire est racontée maintenant dans la guerre intergalactique, qui est la 2e partie de cette saga du noyau du temps.
20 siècles passent. Nous sommes en l'an 2000 après l'ère du général sur la planète Anila dans l'Alpha du Centaure. C'est là où se sont rencontrés le fameux général et le roi des Plutoniens. Mais depuis le temps, la planète est maintenant colonisée. La totalité des habitants vit sur l'anneau entourant la planète. Un jeune élève est assis dans une salle de classe où l'on enseigne l'histoire. Il s'appelle Étienne. Le professeur dit aux élèves « En raison de l'anniversaire du 2e millénaire après notre apparition sur Anélia, nous allons parler de nos origines. Il y a fort longtemps, 2 vaisseaux ont atterri sur notre planète et semblaient venir de Pluton, la dernière planète du système solaire qui est voisin au nôtre. Mais dans l'un des 2 vaisseaux, nous avons vu des effets personnels qui semblaient étrangers à Pluton, semblaient plutôt venir de la Terre qui est la 3e planète de ce système solaire. Si on regarde notre corps, mis à part le mien quand je suis votre humble professeur robot, votre corps semble plutôt terrien que plutonien. Et des récentes découvertes ont permis de savoir que le terrien découvert dans l'un des vaisseaux semblait être un général de l'armée. Et c'est pourquoi aujourd'hui on dit en son honneur que nous sommes en l'an 2000 après l'ère du général, ou en l'an 4000 après Jésus-Christ, qui semblait être un personnage important sur la Terre. Le cours est maintenant terminé. C'est aujourd'hui que je rentre dans les ordres. Je vais pouvoir voyager dans l'espace. Oui, mais n'oublie pas que tu devras te battre en cas de guerre. » Avant de partir pour l'espace, Étienne dit au revoir à son professeur. « Je quitte Ania. » Bonne mission, Étienne. Merci. Ça y est, Étienne quitte Anila à bord d'une légende, le Cosmica. Vous vous doutez sûrement que le but de notre voyage est d'aller visiter le satellite qui est entré mystérieusement en orbite autour de notre planète. Alerte des chasseurs ulmoïdes! Les ulmoïdes, créatures ayant une tête ressemblant à un spermatozoïde, attaquent le Cosmica. Au même moment, Étienne sent les molécules de son corps s'éparpiller et être aspirées hors du Cosmica pour se rendre devant un être ayant une tête énorme. Coordonnées X est égal à 17 200 km. On vient du même endroit où se trouve le mystérieux satellite. Donne-moi sa description. C'est un géant à tête chercheuse, force méganucléaire à vitesse 2,7 km/s. Augmenter la vitesse du Cosmica, nous allons le rejoindre. 1 heure après, le Cosmica est sur le point de croiser le missile. Ralentissez le vaisseau et positionnez-le de manière à ce que le missile passe au-dessus de nos têtes. Les nouvelles coordonnées du missile sont X est égal à 167 km, Y à 0,5 km et Z égal à 0. Moins d'1 minute avant d'agir, donne-moi la coordonnée X en degrés. Les coordonnées du missile sont X est égal à 0,18 degrés, Y est égal à 0,5 km. Placez les canons à 45 degrés et faites feu lorsque le missile sera à cet angle. 40 secondes plus tard, Eric donne les nouvelles coordonnées. Les coordonnées X en degrés sont 1,9, 2,5, 3,7, 6,9, feu! Nous l'avons manqué, tu as tiré trop tôt. Plus de chance de le rattraper maintenant. En attendant, ce missile continue en direction de notre planète. Il ne nous reste plus qu'1 heure pour agir. Le commandant avertit les forces de l'ordre d'évacuer Anila le plus vite possible. Sur l'anneau, la situation tourne au cauchemar, mais malgré la panique, la population la quitte à bord de cargos géants en un temps record de 40 minutes. J'appelle le commandant du Cosmica. Le sauvetage des habitants est terminé, mais notre cauchemar continue. Nous sommes encerclés par des centaines de chasseurs ulmoïdes. Monsieur le commandant, nous arrivons le plus tôt possible. En attendant, essayez de résister. Mais commandant, nous ne sommes pas équipés pour combattre. Faites du mieux que vous pouvez. Ici, chef des forces de l'ordre. Je ne sais pas ce qu'ils ont en tête. Ils nous ont suivis, mais ils ne nous ont toujours pas attaqués. Ils attendent peut-être l'arrivée du missile. Ça y est, on le voit. À 800 km de là, les survivants regardent le spectacle horrifiant à bord de leur cargo. Les chasseurs ulmoïdes semblent figés sur place comme pour respecter leur deuil. 2000 km plus loin, le Cosmica fait de même. Après 1 minute de silence, les Ulmoïdes passent à l'attaque et détruisent la majorité des cargos humains. C'est le chef de l'ordre, il nous massacre! Monsieur le commandant, nous arrivons dans un quart d'heure. En attendant, tenez bon. À l'arrivée du Cosmica, les Ulmoïdes battent en retraite. Le grand vaisseau légendaire accueille les quelques cargos ayant résisté à l'attaque. C'est le chef de l'ordre. Je m'excuse, commandant. La plupart des cargos ont été détruits. Mais nous avons transféré quelques survivants à bord de nos vaisseaux patrouilles. Maintenant que tout est revenu à l'ordre, le Cosmica remet le cap sur le satellite maudit. Pendant le voyage, le commandant s'aperçoit qu'Étienne est porté disparu. 2 heures plus tard, 100 km seulement séparent le Cosmica du satellite glacé. Cette lune me donne des frissons dans le dos. On dirait un virus du sida amoché de 800 km de diamètre. Il me semble apercevoir une base à travers les montagnes de glace. Commandant, l'analyse révèle que ce satellite ne provient pas de l'Alpha du Centaure, mais du système planétaire voisin, le système solaire.
Ces installations de défense recouvrent entièrement sa surface de 2 millions de kilomètres carrés. Je me demande par quel tour de force cette lune a quitté l'orbite de Pluton pour ensuite faire un voyage de 10 années-lumière jusqu'à ici. Commandant, le missile crache un missile en notre direction du même genre que tout à l'heure. Chauffer à blanc les batteries laser. Commandant, on risque de détruire le Cosmica si on fait ça. Je suis obligé de le faire, c'est un missile téléguidé, on peut y échapper. On fait feu, commandant. Nous n'avons pas encore atteint le maximum d'énergie. Mais commandant, le missile est à nos portes. Maintenant! Le laser touche le missile qui se transforme en tornade à 3 km du Cosmica. Le souffle du monstre déstabilise le vaisseau qui tourbillonne dans tous les sens. Le commandant réussit à se rendre à la piste de lancement et pénètre dans un chasseur. Jamais je ne pourrai sortir de ce tunnel, il y a trop de turbulence. Il réussit à quitter le Cosmica pour se rendre sur la Lune glacée, tandis que le Cosmica, lui, continue à se ballotter jusqu'à ce qu'il entre par erreur dans l'atmosphère du satellite Yermo, où il s'écrase dans le désert. Le commandant pose son chasseur sur le sol enneigé du satellite. Il ouvre le dôme vitré et sort de son appareil avec légèreté. 3 Ulmoïdes armés capturent le commandant. Ils l'amènent à l'intérieur d'une base située à 200 km de profondeur en prenant plusieurs ascenseurs. Pendant le trajet, le commandant est fasciné par l'architecture qui semble un mélange de 2 cultures. Bientôt, il arrive face à face avec un être infiniment maigre et vieux ayant une tête ovale disproportionnée, assis sur un trône et ayant sur le front un superbe rubis. Comment un corps aussi maigre peut supporter une tête aussi lourde? Vos têtards à 3 doigts pourraient-elles s'exprimer autrement? Elles n'ont pas appris à parler encore. Ça fait seulement 2 milliers d'années que je les ai créés pour construire ma base. À l'époque, j'étais trop vieux. L'important, c'est qu'ils savent faire la guerre. Où est Étienne? Il est là, votre ami. La cage est reliée à un sablier qui a fait descendre doucement vers le lac de lave. Amenez-le et enfermez-le. Le commandant fait un trou dans le mur de sa cellule communiquant avec le lac de lave. Il s'échappe ainsi, saute sur un câble pour atterrir sur la cage suspendue où est Étienne. Accroche-toi, je vais couper le câble sous tes pieds. À partir de maintenant, tu seras mon successeur car tu as eu beaucoup de courage pour résister jusqu'à maintenant. Je te remercie, mais est-ce qu'on ne pourrait pas continuer notre conversation ailleurs qu'au-dessus de cette sauce à spaghetti bouillante? Accroche-toi bien et prépare-toi à dégainer, ils nous attendent en haut. Et ensuite, n'oublie pas de lâcher le câble, sinon tu te retrouveras broyé dans le mécanisme du sablier. Oh non, commandant! Étienne venge la mort de son commandant en déclenchant le système d'autodestruction. Un chasseur ulmoïde, je vais pouvoir m'enfuir. Bon, un point X à l'intersection d'une droite verticale Y signifie la hauteur et d'une droite Z signifiant la direction gauche-droite. C'est le même système que nos chasseurs. Bon, le tunnel semble assez droit, donc je vais programmer l'ordinateur de bord avec la fonction Y est égale au carré de la racine carrée de X moins X pour aller vers l'avant. Il entend les premières explosions venant du centre du satellite. Il panique car il lui reste encore 300 km à parcourir pour sortir. 100 km plus haut, le roi des Ulmoïdes et son armée s'apprêtent à quitter les lieux, sachant que ça prend 3 heures pour se rendre au centre pour arrêter le compte à rebours de 15 minutes. Étienne fait décoller son chasseur, mais une porte en spirale bouche l'entrée du tunnel de sortie. Il réagit en changeant la fonction de l'ordinateur pour Z est égal à la racine carrée de moins X au carré plus X. Une autre porte se referme derrière lui. Alors il stoppe son chasseur avec la fonction X, Y et Z est égal à 0. Soudainement, la porte devant lui s'ouvre. C'est un sas. Il repart à la vitesse de 10 km/s. La porte se referme de nouveau. Étienne pense que c'est un coup des Ulmoïdes. Il détruit la porte, sort du satellite, mais le souffle de l'explosion le rattrape et endommage son chasseur sérieusement. Il dérive dans l'espace et s'écrase sur Yermo. Les réparations seront longues, tout est à refaire. Par surcroît, avec les survivants d'Anila, on ne pourra pas tenir bien longtemps avec nos provisions. Regarde là-bas! Soyons prudents, peut-être que l'Ulmoïde est encore en vie. Hey, monsieur Étienne, il faut sortir de là. Mais
Mais où suis-je? Tu es sur Yermo, le satellite de la planète Aqua. Ne me parlez pas de satellite, j'ai eu de la difficulté à en sortir. Où étais-tu? De quelle manière t'es sorti du Cosmica? J'ai été télétransporté malgré moi dans la base des Ulmoïdes. Tu étais donc dans le satellite de glace? Nous avons signalé ta disparition sur le Cosmica. Oui, mais c'est plus qu'un souvenir maintenant. Comment ça? J'ai déclenché le système d'autodestruction et je me suis enfui avec l'un de leurs appareils avant de m'écraser ici. Bravo, tu leur as rendu la monnaie de leurs pièces. Mais il y a une chose que tu ne sais pas encore. Laquelle? Pendant que tu étais prisonnier là-bas, ils ont détruit Anila. Quoi, entièrement? Il serait seulement le noyau, mais on peut pas vraiment y vivre. Alors nous n'avons plus de foyer. Je partage ta peine, mais en attendant, il faut continuer. On peut trouver une autre planète, mais il faut réparer le Cosmica avant. J'ai oublié de te dire que c'est moi qui suis le nouveau commandant. C'est impossible, c'est moi qui ai chargé de le remplacer s'il mourait. T'as peut-être raison, mais c'est le commandant lui-même qui me l'a dit de vive voix. Tu as vu le commandant? Je pensais qu'il était mort suite à notre écrasement ici. Non, il était venu me sauver, mais ces foutues créatures qui ressemblent à des têtards l'ont tué sauvagement devant moi. Vous connaissez la suite. Le commandant a bien fait de te choisir pour lui succéder. Je retire ce que je dis. Étant donné que tu as remplacé le commandant temporairement, je vais te surnommer Temporaire. Est-ce que ça te va? Parfait. Dans l'espace, la flotte de l'armée des Ulmoïdes se rapproche de la planète Aqua, voisine d'Anila. Après avoir franchi son atmosphère, ils s'aperçoivent que cette planète est entièrement recouverte d'eau. S'il n'y a pas de place pour se poser, plonge dans la mer, tu verras bien. Nos intentions sont pacifiques. Nous cherchons un endroit pour nous poser. Excusez notre geste de défense. Posez-vous sur la piste jusqu'à l'essentiel. Le vaisseau principal se pose sur la piste et celle-ci s'enfonce dans le sous-sol marin dans la base des hydroélites. Je suis Hydrol, le chef de la planète Aqua. Que viens-tu faire ici? Moi, je suis le roi des Ulmoïdes. Mon peuple cherche un endroit pour s'installer. Si vous êtes allergique à l'eau, vous n'êtes pas au bon endroit. Justement, les Ulmoïdes sont à l'aise dans l'eau. C'est pourquoi j'ai pensé venir ici. De quoi ont l'air vos Ulmoïdes? Je vais vous en présenter un. Mais ils ne vous ressemblent pas du tout. C'est que je les ai créés en laboratoire il y a plus de 1000 ans. De quelle manière? C'est un secret. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'ils sont nés d'un croisement de la science et un peu de ma contribution. Il leur manque la moitié féminine, et à cause de ça, ils ont gardé l'apparence d'un jeune masculin. J'espère que tu me comprends. Oui. Est-ce qu'on te demandait de savoir où ils sont nés? Ils ont vu le jour sur Charon, mon satellite de glace, mais celui-ci a été détruit à cause d'un seul maudit humain qui a déclenché le système d'autodestruction. Pourquoi avec un tel système? C'est une très bonne question, mais je n'aurais jamais dû laisser entrer cet être humain à l'intérieur de ma base. Pourquoi l'as-tu fait? J'avais l'intuition qu'il fallait l'éliminer, sinon il changerait tous mes projets. Alors je l'ai télétransporté dans ma base où je l'ai gardé en captivité. Il s'est malheureusement échappé grâce à un ami venu le secourir. Et il nous a laissé un cadeau explosif. C'est ça, mais mon plan a marché qu'à moitié, car il y a quelques survivants qui ont réussi à s'échapper. Voudrais-tu m'aider à rayer de la carte ce dernier bastion d'être humain? Je ne suis pas en guerre contre eux, mais de quelle manière je pourrais t'aider? En me laissant transformer ta planète, j'ai un plan. Tu n'auras pas à remuer le petit doigt, les Ulmoïdes feront tout. Ils sont rapides, peuvent respirer sous l'eau et très travaillants. C'est très tentant. Les créatures hydrauliques seraient très contentes de rencontrer d'autres créatures qui sont aussi à l'aise dans l'eau. Des constructions gigantesques avancent. D'immenses tours dont les cimes dépassent largement la surface de la mer germent du sol marin un peu partout autour de la planète. À l'intérieur de la tour principale, le roi dit à Hydrol en sautant de joie. Il s'est passé un événement merveilleux. Les Ulmoïdes parlent pour la première fois. Et ce, depuis qu'ils travaillent avec tes hydrolytes. Je pense qu'ils se sont épanouis. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à cela? Tu ne comprends pas. C'est comme un bébé qui parle pour la première fois. C'est d'autant plus important que si ça fait des centaines d'années que t'attends après cela. Ah, alors je suis content pour toi.
toi. Revenons dans le désert de Yermo où l'équipage du Cosmica est en train de dîner. Regarde, Étienne, un chasseur ulmoïde. Donne-moi la permission d'aller le suivre. Du calme, Eric, on a suffisamment de problèmes avec les réparations du Cosmica sans nous en attirer d'autres. Je serai discret, il ne me retracera pas, je te le promets. D'accord, mais je veux que Temporaire t'accompagne. Les deux chasseurs quittent le sol du désert et sortent de l'atmosphère de Yermo en suivant de loin l'engin ulmoïde. Et ce dernier les amène vers la planète Aqua. Après avoir traversé l'atmosphère d'Aqua, le chasseur ulmoïde plonge dans l'eau. Ici Eric dans le chasseur C1, j'appelle le Cosmica. Nous sommes dans le ciel d'Aqua. Le chasseur ulmoïde que nous suivons vient de plonger dans la mer. Nous allons faire la même chose. Ici votre commandant, revenez immédiatement, c'est trop risqué de plonger. Ouais, ils l'ont déjà fait. Ici chasseur C1, j'appelle C2. Ici, C2, je t'entends très mal. Qu'est-ce que tu dis? C'est sûrement à cause de l'eau. Je blaguais, j'entendais ce que tu disais. Qu'est-ce que tu dis? As-tu vu les installations marines des ulmoïdes? Fais attention, t'as failli te faire toucher par un laser. Viens avec moi, on va détruire quelques batteries antimarines. Ici, C2, il y a 2 ulmos qui nous collent aux fesses. J'ai une idée. Fais comme moi et programme ton ordinateur de bord avec la fonction Z est égale à X2 plus Y2. Tu trouves pas que c'est un peu compliqué, Eric? Je conduis toujours en manuel. Les deux chasseurs réagissent en faisant une boucle de 360 degrés vers l'arrière pour se retrouver derrière les engins ulmoïdes. Voilà, il te reste plus qu'à le descendre. Faut qu'on rentre, Eric. Là, Étienne va être en furie. La nuit tombe, les membres d'équipage et survivants d'Anila discutent amicalement autour d'un feu de camp et Eric compte ses exploits à Étienne. T'aurais dû voir la manière avec laquelle j'ai surpris ces ulmos. J'aimerais ça que la prochaine fois t'écoutes mes ordres, c'est pour ta sécurité que je le fais. Hey, le petit commandant a l'air fendant. J'ai jamais demandé à l'aide, mais quand j'ai vu notre ex-commandant se faire tuer devant Lis moi... ça, Étienne, on est entre amis, là. Voyez-vous ce que je vois? Avez-vous remarqué quelque chose de bizarre quand vous êtes allé sur Aqua? Oui, on a vu des espèces de tours qui émergeaient de la mer et qui se pointaient le nez vers le ciel. Ah, j'aime pas beaucoup ça. Chaque soir, le phénomène se répète. D'autres points lumineux viennent s'ajouter en se reliant les uns aux autres. Et bientôt, toute la surface est recouverte de lumière jaune. Il se passe véritablement des choses pas ordinaires sur cette planète. Même si ça vous plaît pas, à partir de maintenant, on va travailler la nuit pour finir les réparations du Cosmica. Plus vite on quittera Yermo, mieux ça sera pour nous. 2 jours plus tard, le Cosmica est remis en état. Avant de partir, Étienne s'assure que tout l'équipage est au complet. Avez-vous assez de provisions? Oui, commandant. Alors on est prêt à partir. Le grand vaisseau légendaire réussit à se soulever dans les airs après sa longue inactivité dans le désert pour finalement traverser l'atmosphère. Vérifiez le canon, sinon ça nous sera fatal. Allez-y! La tour principale reçoit tous les rayons provenant des tours avoisinantes et concentre ainsi la totalité de l'énergie des tours. Feu! Sur un des points lumineux d'Aqua sort un laser jaune qui se concentre sur Yermo pendant que le Cosmica est dans l'espace. Commandant, la lune désertique qu'on vient de quitter explose derrière nous. Et toute la gomme, il faut pas que le souffle de l'explosion nous fasse échouer encore une fois. Commandant, ce n'est pas prudent de pousser la machine alors qu'on vient juste de la réparer. Eric, discute pas encore une fois mes ordres. Sur Aqua, on se met à fêter la victoire. Que penses-tu de mon plan hydraulique? Ta tour et ton canon géant fonctionnent à merveille. Je détecte le vaisseau lui-même dans l'espace. Quoi? Ils ont de la chance avec eux. C'est arrangé avec le gars des vues. T'en fais pas, ton vaisseau humain se dirige tout droit dans la gueule du loup. Comment ça? Je t'expliquerai ce qu'il y a dans l'équipage du Cosmica sur la planète où il se dirige. Au bout d'un mois, le Cosmica arrive à proximité de Céode, une planète gazeuse. Selon la mythologie, Céode est la planète qui gouverne le temps. Pénétrons cette couche de gaz atmosphérique pour voir ce qui se cache à l'intérieur. Commandant, mon radar est partiellement brouillé à cause de cette brume électromagnétique. 15 minutes plus tard, le Cosmica se retrouve au-dessus du noyau central, entouré d'une atmosphère artificielle parsemée d'éclairs provenant de l'épaisse couche de gaz noir qu'elle tente de repousser. La noirceur règne, mais grâce au flash des éclairs qui éclatent à toutes les secondes, on peut voir sur la surface du noyau des constructions pointant vers le ciel comme des paratonnerres. Regardez, les constructions disparaissent lentement dans le sous-sol du noyau. Paradoxalement, quelque chose d'autre monte en même temps à la surface. Des missiles anti-aériens qui vont vers le Cosmica, et ces derniers tentent de les éviter en zigzagant. Commandant ne pourra pas tenir longtemps. Fais descendre le vaisseau au ras du sol, c'est la seule manière de les éviter. Temporaire, essaie d'atterrir sur ce panneau hydraulique qui descend dans le sous-sol.
d'ascenseur. Préfères-tu, Eric, retourner te faire bombarder là-haut? Au moins, on est en sécurité ici. Nous sommes plus qu'à l'abri ici, nous sommes prisonniers. Les lumières s'allument et ils voient devant eux un tunnel horizontal qui se prolonge à l'infini. C'est le tunnel numéro 6. Il ne reste plus qu'à y entrer. Allez, temporaire, redémarre le vaisseau. Commandant, des lasers nous frôlent de très près. Fais ta prière. Tu t'énerves pour rien, c'est juste des mouches dans le pare-brise. Très drôle, mon commandant, mais je détecte sur mon radar quelque chose qui l'est moins. Quoi donc? Le tunnel prend fin bientôt. Chauffe à blanc les batteries laser, on va continuer à recreuser le tunnel. Tu es fou, Étienne! Fermez l'écran géant, actionnez le bouclier blindé avant, ça va donner un grand coup. Surprise, ce n'était qu'un mur. Mon radar indique que le tunnel va continuer pour aboutir à une fourche. Élargis le rayon d'action de ton radar, j'aimerais avoir une vue d'ensemble de ce labyrinthe. D'accord, si on ne veut pas se retrouver dans un cul-de-sac, on devrait prendre la fourche de gauche. Très bien, Eric. Après le tournant, trouve-moi le chemin qui mène au centre du noyau. On ne devrait pas y aller, mon radar indique quelque chose de bizarre. Je m'en fous, c'est pas la première fois que je le fais. Prends la fourche de gauche, temporaire. Ouf, on a failli la manquer avec toutes nos discussions. Commandant, avant d'arriver à destination, il va falloir affronter des canons xénophobes. J'ai une idée. On pourrait envoyer des chasseurs téléguidés en avant pour les sacrifier sous les canons. Puis après, on aura le temps de passer, le temps que l'ennemi recharge ses munitions, mais il va falloir faire vite. Très bonne idée temporaire. Les chasseurs sont à 4 km du centre et nous à 3. Branchez le pilotage automatique sur l'ordinateur et programmez ce dernier pour avoir la bonne vitesse et la bonne distance entre les chasseurs et nous. Les chasseurs sont maintenant à 2 km et nous à 1. Tu m'as accéléré, est-ce que l'ordinateur vient fou? Non, il a seulement découvert que nous aurons moins de temps pour passer. Alright, on les a déjoués. Attention, on va s'écraser. Ouvrez le nez du Cosmica et préparez le passe-partout, je vais visiter le centre du noyau. Je voudrais t'accompagner. Je pense que c'est à toi que revient l'honneur temporaire. Tiens pas tant que ça à y aller. Après t'avoir volé le poste de commandant, je te dois bien ça. Une camionnette amphibie sort du nez du Cosmica avec à son bord Étienne et temporaire. Le passe-partout va vers le centre du noyau. Ici Étienne dans le PP Cosmica. Nous approchons du but. Ici Eric sur le Cosmica, faites attention. Le PP Cosmica roule encore quelques minutes avant de se retrouver face à face avec une machine indescriptible parsemée d'éclairs bleus. Le commandant, émerveillé parce qu'il voit, oublie totalement d'en informer le Cosmica qui a perdu le contact avec eux. Essayons d'entrer dans cette bulle bleue. Tiens, dans le néant, nos instruments indiquent rien. On retourne sur nos pas. On peut pas faire demi-tour, il n'y a plus de devant ni de derrière. Il faut bien faire quelque chose. Étienne actionne accidentellement le laser du PP Cosmica qui va choir sur une des bandes de la spirale bleue. Cette dernière se déroule comme un rouleau de papyrus en laissant place à un nouveau décor. Le PP Cosmica se retrouve flottant au milieu d'une mer. Mais c'est quoi la joke, là? On est-tu dans un simulateur? Regarde, j'ai jamais vu ça d'une machine de même. Il voit une immense coque de bois ayant des poutres verticales qui retiennent de larges bandes de tissu. Cet engin semble avancer à l'aide du vent. Une explosion fait sortir un boulet de ce navire qui se dirige dans leur direction. La boule frappe le passe-partout sans causer de dommages. Hey, nous tire dessus, je vais employer le canon. Un seul jet de laser suffit à brûler entièrement le navire. Justement, cet engin n'est pas d'une solidité absolue. La spirale se reforme autour d'eux pour ensuite se dérouler en changeant de nouveau le paysage. Le PP se retrouve dans les airs au beau milieu d'une guerre entre des engins à hélices qui crachent du feu de leurs narines. Je comprends ce qui se passe. Regarde les instruments. On est en 61 avant l'âge général. Dis-moi pas qu'on est dans un cours d'histoire. J'espère que ces engins-là sont aussi faciles à brûler que le premier. Le passe-partout tire un laser qui fait apparaître une fois de plus la spirale bleue. Le PP Cosmica se retrouve maintenant dans l'espace en orbite autour de la Terre. Nos appareils indiquent qu'on est en 70 après l'âge général et que sur Terre, le temps est ensoleillé avec des passages nuageux. Tire un coup de laser et on va continuer notre cours d'histoire en direct. C'est ridicule, on est déjà en 2005 après l'âge général. J'ai déjà vieilli de 5 ans. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on va être obligé d'affronter des ennemis qui sont en avance sur nous au niveau technologique. Commandant, on est bombardé par des astéroïdes. Va t'installer au canon laser, moi je vais au radar. Il y en a justement un à 30 degrés. L'astéroïde se fend et les deux moitiés passent de justesse de chaque côté du passe-partout.
Temporaire, laisse faire le petit caillou à 10 degrés. Occupe-toi du gros au-dessus de ta tête à 90. Le laser multiplie les morceaux de l'immense astéroïde qui complique la tâche de Temporaire. Commandant, je sais pas où donner de la tête. D'accord, je vais prendre l'autre canon. Après avoir maîtrisé la situation, le passe-partout entre par erreur dans un immense ovni. Étienne, est-ce que la machine du temps nous a ramenés ailleurs? On n'est plus dans l'espace. Je pense qu'on peut sortir du passe-partout. Il voit un immense arrêt au gare contenant une cinquantaine de rampes de lancement. Une navette décolle au même moment sur la rampe numéro 44 alors qu'Étienne et Temporaire sont vis-à-vis de la 43e. Regarde, Étienne, il y a un véhicule sur rail le long de ces rampes. Ça sert sûrement à transporter les pilotes de navette. Ils montent l'un derrière l'autre, chacun dans une cabine de ce moyen de transport aérodynamique. Les rails semblent être sous haute tension. Temporaire le met en marche jusqu'à 200 km/h. Des engins volants céodiens ressemblant à des motoneiges font leur apparition devant le véhicule de nos deux amis. Rendus à ce point, ils se mettent à reculer en restant à la même vitesse que le véhicule sur rail. Étienne, il y a quelque chose devant nous. Fonce dessus! Un des engins céodiens s'écrase contre le mur. Les autres, toujours en volant de reculons, ont compris la leçon et ne se placent plus devant leur chemin. Étienne, tire dessus, j'ai pas de marge de manœuvre accrochée sur ces rails. La seule chose que tu peux faire, c'est d'accélérer ou de ralentir. Pendant ce temps-là, je vais essayer de faire fonctionner ces canons. Super, c'est le même modèle de canon rotatif que celui des chasseurs Villeneuve. Comment t'en sors-tu? Moi, si mal, je savais pas que t'étais un si fin tireur, mais est-ce qu'on pourrait pas accélérer pour les écarter? D'accord, je commençais à m'amuser. Ils arrivent au bout du trajet, descendent de l'appareil sur rail et entrent dans un vaisseau amiral céodien. On a de la chance d'aboutir ici, on va pouvoir enfin s'échapper. Ma foi, on aura piloté tout ce qu'il y a de pilotable. Le vaisseau amiral sort de l'immense ovni, mais ce dernier le pourchasse. Jamais on pourra s'en sortir. Tire un coup de laser, on ne sait jamais. Tout à coup, la spirale bleue agit comme une gomme à effacer sur le laser de l'ovni qui était sur le point d'atteindre nos amis. Et se déroule ensuite pour précipiter ces derniers dans un tunnel. Temporaire, on est dans le tunnel numéro 22, sais-tu ce que ça veut dire? On est finalement sorti de la machine infernale du temps. Oui, on est revenu au centre du noyau à la même époque que le reste de notre équipage. Étienne, le tunnel aboutit à un cul-de-sac. On enclenche les rétrofusées. On part pas tout de suite, il faut contacter le Cosmica, l'équipage doit être inquiet. Ici le commandant Étienne dans le tunnel numéro 22, j'appelle le Cosmica. Ici Eric à bord du Cosmica. Que faisiez-vous? Trop long à expliquer, êtes-vous toujours dans le tunnel numéro 6? Oui, on va vous rejoindre le plus vite possible, terminé. Étienne, je vois sur mon radar quelque chose d'énorme venir sur nous. Et nous qui sommes pris dans un cul-de-sac, y a-t-il un autre tunnel de l'autre côté? Oui. On défonce le mur. Ici le commandant, j'appelle le Cosmica. On est maintenant dans le tunnel numéro 11 et un objet nous suit. Ici Eric dans le Cosmica. Je vous vois sur le radar maintenant que nous sommes dans le tunnel numéro 9. Nous allons faire l'analyse de l'objet qui vous suit. Terminé. Étienne, on arrive à une fourche. Est-ce qu'on prend le tunnel numéro 7 ou le numéro 3? Allons-y pour la chance. Ici Étienne, j'appelle le Cosmica. Nous sommes maintenant à la hauteur du tunnel numéro 7. Ici Eric, nous sommes dans le tunnel numéro 8 avoisinant. L'objet qui vous suit est une espèce de comète traversée par des éclairs bleus. Oh non, c'est la machine du temps qui nous poursuit. Le vaisseau de nos amis arrive au bout du tunnel numéro 7 et s'arrête sur le plateau ascenseur qui les remonte à la surface du noyau planétaire. Il voit au-dessus d'eux l'immense porte coulissante s'ouvrir, laissant pénétrer la lumière des éclairs entourant l'atmosphère artificielle du noyau. Une fois à la surface, le vaisseau décolle malgré l'obscurité. Temporaire, tire un coup de laser sur le mécanisme du monte-charge pour empêcher la machine du temps de sortir du tunnel. Pendant ce temps, le Cosmica est sur le plateau ascenseur numéro 8 qui monte à la surface à son tour. Rendu là, il rejoint le vaisseau d'Étienne et de Temporaire qui a pris de l'avance sur lui. La boule électrique se cogne le nez au bout du tunnel numéro 7. Elle défonce le mur et se creuse elle-même un passage vers la surface électrifiée du noyau. Rendue à ce point, elle pénètre la couche de gaz, sort de la planète Céode à la poursuite du Cosmica qui a accueilli le vaisseau du commandant Étienne et de Temporaire. La sortie du noyau a débalancé l'équilibre de sa planète. La boule électrique est tiraillée en deux choix, continuer sa poursuite ou retourner sur sa planète.
Le noyau décide de continuer, mais sa planète étant sur le point d'exploser, il change d'idée et retourne la calmer. Sur le Cosmica, on ne comprend rien à ce spectacle inusité, mais on est soulagé de voir que la boule électrique a décidé de les laisser tranquilles. Bon, maintenant, où on va? Sur Anila! Ben, tu sais bien qu'elle est détruite. Fais-moi confiance, c'est une surprise. Pendant que vous étiez prisonnier de la machine du temps, nous avons reçu un SOS radio provenant d'un cargo de survivants qui avait décidé de changer de direction pour éviter l'attaque des Ulmoïdes. Ils nous attendent dans les environs d'Anila. 2 semaines plus tard, le Cosmica se pose sur les restes d'Anila à côté du cargo des survivants qui attendent avec impatience de rencontrer son équipage. Une passerelle hydraulique sort du cargo et vient embrasser la porte du Cosmica. Étienne, le commandant, s'y engage le premier. À l'autre bout de la passerelle, il voit avec surprise son professeur robot. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était avant mon départ d'Anila. Avoir su ce qui m'attendait, j'aurais hésité avant de partir. Mais depuis, je ne le regrette pas, car depuis, j'ai été promu au rang de commandant. Bravo! Comment avez-vous fait pour résister au missile qui a détruit Anila? En allant poser notre vaisseau cargo sur la surface du noyau d'Anilia pour poser à l'impact du missile. Nous avons alors subi un tremblement, et tout le gaz autour du noyau s'est volatilisé, nous dévoilant ainsi au regard de tous. Et c'est là que nous avons prié pour ne pas que les Ulmoïdes nous trouvent. On aurait alors pu vous trouver en cherchant autour du noyau d'Anila. Mais il était urgent que l'on aille voir le satellite de glace d'où était parti le missile. Avez-vous vu une explosion? Oui, comme ça vous l'avez détruit, ce mystérieux satellite. Oui, mais après, les Ulmoïdes ont détruit Yermo. Vous savez, le satellite désertique d'Aqua? C'est là où on était échoué auparavant. Nous n'avons pas remarqué une deuxième explosion. Probablement que ce jour-là, Yermo était trop éloigné de nous pour qu'on la voie à l'œil nu. Si on considère cette guerre intergalactique comme un match sportif, c'est maintenant 2-1 pour les Ulmoïdes. Mais j'ai l'intention d'égaliser la partie. Que veux-tu dire? Sur la planète Aqua voisine à la nôtre, les Ulmoïdes ont construit des dizaines de canons laser à concentration qui dépassent la surface de la mer. C'est avec cette arme puissante qu'ils ont détruit Yermo. J'ai l'intention, moi aussi, de transformer le noyau d'Anila où nous sommes présentement. J'ai un plan. Eric, temporaire, je vous envoie en mission spéciale sur Aqua pour tenter de piéger les Ulmoïdes. Ils ont réussi à s'échapper de la planète Céode. Tu m'avais dit que c'était impossible de s'échapper de là. Ils sont vraiment plus chanceux que je pensais. Je suis encore plus surpris que toi. Autour de la planète d'eau, les 2 chasseurs sont surpris par un rayonnement large provenant d'une des tours. Temporaire réussit à s'échapper, mais Eric, n'ayant pas cette chance, est attiré vers la surface de la mer. Il lance sa dernière parole à Temporaire. « Changez pas vos plans, faites-le pour moi! » Mais Eric! Il est trop tard. Faut que je retourne sur Anila. Le chasseur d'Eric coule tranquillement au fond de la mer. 2 Ulmoïdes le repêchent et l'un d'eux lui donne le bouche à bouche le temps d'arriver à la tour principale où se trouve Hydrol et le roi des Ulmoïdes. Il pénètre dans un sas où l'eau se vide. Ensuite, il l'amène devant Hydrol. Voulez-vous me dire comment vous avez échappé à la machine du temps sur Céode? C'est un miracle. Elle était sur le point de nous rattraper quand elle a préféré retourner sur sa planète. Elle mettait sa planète en danger en la quittant. C'est pourquoi elle y est retournée. Où est le Cosmica? Sur le noyau d'Anila. N'essaie pas de nous mettre sur une fausse piste. Si vous ne me croyez pas, regardez le chasseur, c'est 2 de mon compagnon qui vous a échappé. Préparez tous les chasseurs de U1 à U999. As-tu l'intention de partir? J'ai une drôle d'intuition qui m'y pousse. Tu ne me fais pas confiance alors? Non, c'est pas ça. Je ne te remercierai jamais assez de ton accueil, mais je dois voir à mes intérêts. Je suis content d'avoir rencontré une personne aussi laide que moi. C'est rare dans cette galaxie. Je comprends. Mais je vais te montrer que je peux réussir. Je vais utiliser le canon. D'accord, mais avant d'attaquer, laisse-moi le temps de partir. La flotte armée des Ulmoïdes sort de la mer et quitte la planète Aqua. Le roi décide de la diriger vers Céode car cette planète l'intrigue. Derrière eux, la planète d'eau se remplit peu à peu de points lumineux qui se relient les uns aux autres. Un des points devient plus lumineux, un puissant laser en sort pour se diriger vers le noyau d'Anila.
Eric dit alors à Hydra, « Le roi des Ulmoïdes a bien fait de partir. Prépare-toi à mourir. » Le laser frappe le noyau d'Anila, brise la mince croûte où est caché un miroir géant qui inverse la situation. Le laser retourne d'où il est venu en s'écrasant sur le sol marin de la planète Aqua, laquelle explose en milliards de petites boules d'eau qui s'éparpillent dans l'espace. Ça y est, on a réussi. Malheureusement, Eric n'est pas avec nous pour partager notre victoire. Plus loin dans l'espace, le roi des Ulmoïdes voit le spectacle et qui confirme sa crainte qu'il avait de rester sur cette planète. C'est malheureux, c'était une belle planète. Peut-être la plus belle de l'Alpha du Centaure. Monseigneur, pourquoi prendre le risque de perdre notre armée en allant là-bas? Car si nous possédons une telle machine, nous serions certains de rayer le cosmica de l'univers. Monseigneur, regardez-le, on dirait une super nouvelle. Mais l'explosion est exactement à l'emplacement de Sion. Est-ce que la machine serait détruite? Regardez devant vous, on dirait un trou noir. Je pensais que c'était une machine. Peut-être que ça prend la forme que ça veut. Je détecte rien sur mon radar. On a une étoile dessus. Cet objet soumis à aucune loi est invisible pour tous les instruments logiques. Pourtant, on peut sentir sa présence qui est la manifestation extérieure du centre de l'univers. Pour que le temps existe, il faut bien un endroit précis où il n'y a pas de temps pour pouvoir le retransmettre. Sur la rétine d'un œil, il y a un endroit où il ne se crée pas d'image. C'est l'endroit où est attaché le nerf optique. Si on voulait obtenir une rétine sans tache d'ombre, il faudrait enlever le nerf optique qui ne pourrait retransmettre cette image parfaite au cerveau, ce qui serait absurde. Si un aspirateur s'est donné mission de tout avaler, il doit s'aspirer lui aussi. Il faut éliminer toute trace pour ne pas que le geste et celui qui le pose devienne plus important que l'action accomplie. Si un homme s'est donné mission d'enlever tous les dictateurs de la Terre, il doit s'enlever la vie car après avoir réussi son coup, il en devient un lui aussi. C'est pourquoi, pour que le temps existe, l'univers doit sacrifier un petit coin où le temps est visible, mais cela cause un problème en le rendant accessible à tous ceux qui le rencontrent. Le trou noir ne nous a toujours pas aspiré. Je ne sais pas comment réagir devant cela. Monseigneur, l'ordinateur reçoit un code qui provient de la machine ou du trou noir. Peux-tu le déchiffrer? C'est très difficile comparable aux hiéroglyphes, mais ce ne sont pas des dessins qui sont en cause, mais plutôt des signes du temps. Cela signifie quelque chose comme 2 éléments sortis pour respecter les règles. C'est confus. Pourrais-tu lui demander dans son langage des explications sur ce manque? Le code répond 2 éléments sortis. Demande-lui ce que signifie élément. Il me semble que la réponse codée correspond à un Humain. Si je comprends bien, 2 humains se seraient échappés de la machine, ce qui enfreindrait la loi. Demande-lui quelle règle il doit respecter. D'accord. La machine me répond par le signe qui est la représentation d'elle-même. Le temps. Je commence à comprendre. Le Cosmica est allé sur Séod, là où se trouvait la machine du temps auparavant. Probablement que 2 membres d'équipage ont pénétré et réussi à s'échapper. C'est pourquoi cette machine a l'obligation de venir les reprendre. Ils ont enfreint la loi. Grâce à eux, je pourrai enfin les rayer de la carte. Je ne comprends pas. Tu vas comprendre. J'ai un marché à lui proposer. Peux-tu envoyer un message à la machine? Oui, lequel? Dis-lui que je vais lui donner ces 2 éléments, à condition que j'ai le contrôle sur elle. Je traduis ton message. La réponse envoyée est 2 éléments donnés et règles respectées. Je crois qu'elle se fout de ma gueule. Fais-lui comprendre que 2 éléments donnés et moi contrôlé. Hog. Comprends bien, mon cher roi, que cette machine ne désire qu'une chose, que les règles soient respectées. Elle est un corruptible. Aussi sa nouvelle réponse. 2 éléments donnés et donnés contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Que celui qui donne les 2 éléments a le contrôle de la transaction. Tu devrais préciser ce que tu veux en disant 2 éléments donnés et donner contrôle temps, qui s'écrit avec le même signe qu'elle-même. Eh bien, fais donc cela. La machine ou le trou noir change de couleur et semble en colère. Je crois que notre dernière heure est arrivée. Elle a compris ton stratagème pour essayer de la berner. Attends, elle nous répond. 2 éléments donnés et donner contrôle temps. Ça y est, elle accepte mon marché. Je vais devenir le plus grand pouvoir de l'univers, celui de changer le temps à ma guise. N'oublie pas de lui donner ces 2 éléments. Dis-lui de nous suivre, on va lui donner ces 2 humains. Commandant, je vois sur mon radar une armée d'environ 1000 chasseurs ulmoïdes. Je pensais qu'on s'était débarrassé définitivement d'eux. Il me semble que j'aperçois quelque chose qui accompagne les Ulmoïdes. Ah non, c'est la machine du temps dont je vous ai parlé qui nous poursuivait avant de venir ici. Elle vient nous chercher. Du calme, Étienne. Je sais pas ce qu'elle fait dans les mains des Ulmoïdes. Elle est censée appartenir aux Séodiens. 2 éléments donnés, contrôle. C'est la machine en lançant une décharge électrique qui rebondit sur le miroir géant du noyau d'Anila. La décharge revient vers la
machine, mais passe au travers elle en ne l'endommageant aucunement, car elle n'est soumise à aucune loi physique. La décharge continue donc à gruger le miroir. Commandant, le miroir tiendra pas le coup. Il faut quitter le noyau d'Anila. Le Cosmica part incognito en hypersonique. Le noyau d'Anila se détruit au moment où le miroir ne réfléchit plus la décharge. La machine donne ce code au roi. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois le Cosmica s'enfuir à toute vitesse. Mais le compte à rebours à 1 minute et trouve les coordonnées qu'il aura au bout de ce temps. Le vaisseau Cosmica sera situé aux coordonnées X est égal à 1000, Y est égal à -1 et Z à 6. Traduis le message pour la machine et transmets-le lorsque la minute sera écoulée. Il ne reste que 5 secondes. J'espère que la machine ne s'impatientera pas. Des éléments donnés, coordonnées X, 1000, Y, -1, Z, 6. Instantanément, la machine lance une décharge qui va à la vitesse de la lumière détruire le Cosmica. La légende du vieux vaisseau de guerre s'arrête ici. Étienne et Temporaire sont morts, mais leurs âmes sont quelque part dans le temps, là où la machine a décidé de les envoyer. À ce moment, le roi des Ulmoïdes subit une transformation. Son corps devient esprit et ce corps subtil augmente de taille au point de sortir de son vaisseau, qui est maintenant trop étroit pour lui. Il devient géant et peut tenir le noyau du temps entre ses doigts tout en flottant dans l'espace. Il acquiert des connaissances qu'il n'avait pas jusqu'ici, dont une qui vient gâcher sa sensation agréable de pouvoir. Il y a quelqu'un quelque part dans le temps qui me déteste d'une façon inouïe. Oublions ça, j'ai d'autres choses à faire. Le roi fait le vide dans l'univers. La seule chose qu'il laisse est son armée de chasseurs qui, à cause de son gigantisme, semble être devenue des jouets. Cela ne laisse pas présager un avenir prometteur pour l'humanité. Cette dernière doit trouver le bonheur au présent dans une époque de paix qui n'a pas été touchée par le roi. Si ce dernier détruit tout, il ne resterait plus qu'aux humains que ces rêves où ils pourront vivre s'ils ont la foi, des endroits où le mal ne pourra pas avoir de prise. Le roi est toujours tourmenté par la voix qui vient de loin dans le temps. Il faut que je fasse quelque chose, c'est insupportable. On dirait que cette lamentation vient de la terre. Je vais effacer définitivement le berceau des êtres humains. Le roi donne naissance à des créatures sorties de son imagination. Il les envoie dans le temps s'installer sur Charon, le satellite de Pluton, dans le système solaire, car il a une nostalgie de ce lieu. À partir de là, le roi leur donne l'ordre d'aller saccager la Terre. L'endroit où se trouve le roi des Ulmoïdes est intemporel. Le passé, le présent et le futur cohabitent ensemble de manière à ce que les événements d'une seconde paraissent durer 1000 ans, comme des événements de 1000 ans paraissent durer une seconde. Les créatures plutoniennes à qui il a donné naissance plus tôt reviennent aussi vite qu'elles sont parties. Nous avons fait ce que tu nous as demandé, mais le général Terrien nous a tués après l'avoir enlevé sur Charon. Vous n'avez pas réglé mon problème. J'entends toujours la voix humaine qui m'agace. Je vais vous renvoyer sur Terre, et cette fois-ci, faites la Terre. Vous n'aurez pas de troisième chance. Quant à toi, le roi des Plutoniens, je t'envoie spécialement sur Charon tuer le général qui s'est installé. Mais tu sais très bien que lorsque notre roi meurt, nous mourrons avec lui. Pourquoi alors envoyer vers le général qui nous tuera une seconde fois? C'est pour vous inciter à agir rapidement. Avant de vous renvoyer sur Terre une seconde fois, je vais vous révéler certaines choses. Le roi des Ulmoïdes, flottant dans son espace intemporel, voit ce qui se passe sur Terre grâce à son noyau du temps. On ne peut plus se fier à personne. Les créatures plutoniennes ont fait la paix avec les êtres humains. Il va falloir que je fasse tout moi-même. Il envoie sur Terre, sur le champ, la dernière chose qui reste dans l'univers à part lui, c'est-à-dire son armée de chasseurs ulmoïdes. Cette dernière est aspirée dans le noyau du temps comme une étincelle se consumant. Mais pourquoi il nous attaque, là? Absolument le Plutoniens, cela a entraîné la mort de son peuple qui sont sur Terre humide. Mais ils sont revenus à la vie pour se battre avec moi. Je leur ai résisté, et comme nous étions proches de guerre, j'ai décidé de faire un peu avec eux. Ils avaient déjà le plan de détruire la Terre, mais c'était un plan qui venait du futur comme quelqu'un d'autre. J'étais le plan avec le général, c'est pas clair depuis le moment. Finalement, nous avions un plan de Plutoniens de réussir. Je vais nous envoyer maintenant Oui, mais qui a donné l'ordre d'envahir la Terre? C'est moi. J'ai envoyé mes Ulmoïdes car les Plutoniens ont préféré faire la paix avec vous. Mais maintenant, je détiens le noyau du temps. L'âme de Stéphane se retrouve dans l'espace devant un être géant ayant une énorme tête ovale et tenant un cercle dans la paume de sa main. Tu ne me reconnais pas.
Je t'ai vu dans la peau du commandant Étienne. Je suis venu ici pour savoir pourquoi t'as envoyé ton armée d'humanoïdes sur Terre. Comme tu vois, ceci est mon vrai corps qui a changé d'apparence au cours des siècles. Si je veux détruire la Terre, c'est parce que je veux faire taire la voix qui me maudit jour et nuit. Mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Tu détiens le noyau du temps puis tu le sais pas. Moi, j'ai connu un homme qui a consacré sa vie à venger l'invasion des Plutoniens. C'est moi qui suis le créateur des Plutoniens. Mais comme ils ont préféré refuser mes ordres, j'ai dû envoyer mes humanoïdes. Comme ça, tu connais celui que je cherche. C'est le professeur Quetzel. Je pense que c'est à toi qui en veux, d'après ce que tu me dis. La dernière fois que je l'ai vu, il partait rejoindre son ami, le général, sur Charon. Je sais pas s'il a réussi, j'ai pas une nouvelle de lui. Je vais te répondre en regardant dans le noyau du temps. Ce professeur était trop vieux pour retrouver le général. Alors il créa un cristal de rubis qui prolongerait sa vie. Il trouve finalement l'endroit où le général était. C'était la planète Anila dans l'alpha du Centaure. Il fit le voyage de 10 années-lumière. Il lui fallait de l'aide, alors il a créé des êtres en laboratoire pour transformer son satellite en immense vaisseau spatial. Le satellite de glace quitte l'orbite de sa planète et sort de son système planétaire, le système solaire, et pris 1000 ans avant d'atteindre Anilia. Depuis le temps, le général était mort. Mais le professeur Quetzel voulait toujours venger sa mort contre les Plutoniens. Alors il décide de détruire Anilia, où se trouvait une race impure et bâtarde d'êtres humains croisés de Plutoniens. Le rubis qui prolongeait la vie du professeur se nomme l'alpha. Sa couleur rouge est le début de tout. Tandis que le cercle du temps que je tiens dans ma main est l'oméga. Donc ce serait le professeur Quetzel qui m'en veut. Mais il n'est nulle part dans le moment présent. Il doit bien être quelque part. En passant, j'ai une question. Le cristal de rubis dont tu me parlais, est-ce que c'est le même que tu portes au front? Troublé, le roi des Ulmoïdes ne répond pas, change de couleur et devient fou. De son rubis frontal, il lance dans le noyau du temps le plus puissant rayon qu'il n'ait jamais produit, et cela a pour effet d'éradier sur Terre toute trace de vie, y compris les créations abominables, les Plutoniens, les Galaxianes, les Ulmoïdes et tous les insectes difformes dus aux radiations nucléaires. Ensuite, il arrache le rubis de son front et le lance dans le noyau du temps, et ainsi meurt. L'alpha rencontre l'oméga. Le rubis pénètre dans le cercle. Stéphane réalise alors que le roi des Ulmoïdes est tout simplement le professeur Quetzel ayant survécu pendant des milliers d'années. Et comme ces deux personnes s'en voulaient à mort, c'est un suicide qui s'est produit devant lui. J'ai de la misère à croire que j'ai parlé au professeur. Il a tellement changé. Stéphane se retrouve donc seul devant le noyau du temps qui n'a plus de propriétaire. Stéphane est tenté par le pouvoir que lui conférerait sa possession, mais sachant maintenant le nombre d'ennuis que ça lui procurerait, il préfère sauter tête première dans ce cercle magique qu'il transportera sur Terre devant une personne l'ayant toujours intrigué. On m'a tellement parlé de vous. Je suis ici personnellement là où les espoirs peuvent prendre un récit. J'ai essayé sur Anila. Comme tu sais, ça n'a pas fonctionné. C'est toi qui vas refaire la race. Lorsque le noyau du temps acceptait le marché du roi des Ulmoïdes, il n'était pas fou, car ceci a permis de réincarner l'esprit du commandant Étienne à l'intérieur de toi, ainsi que celui de temporaire à l'intérieur de ton compagnon infect. Quant à moi, je suis la réincarnation des Attention de ne pas prendre le rubis qui se trouve au milieu du jardin, de peur que vous ne viviez éternellement. Ça marche.